Bonjour, c'est avec une brillante et imperturbable patronne que nous allons en promenade aujourd'hui. Malgré un parcours inspirant et remarquable, elle est d'une rafraîchissante humilité et d'une authentique discrétion. Actuelle de formation à la réputation solidement établie parmi ses pairs d'ici et d'ailleurs, Jeanne-Nelly Bakan est la directrice générale de Sounou Assurance Vie Cameroun, filiale du groupe Sounou, leader de l'assurance vie dans la zone CIMA, la conférence interafricaine des marchés d'assurance. C'est au lycée Général Leclerc, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, qu'elle nous a donné rendez-vous, point de départ de cette promenade. Reprise de Mouné Kouademil Kangé par Roger Samnik de X Maléa. C'est l'exemple parfait de ce qu'il faut faire quand on reprend une chanson. Quand Émile Kangé, l'un des pères fondateurs de Black Steel, compose cette chanson, c'était un tank. Roger Samnik d'X Maléa a tout simplement déshabillé la chanson pour en faire une Aston Martin. Il a enlevé tout ce qu'il y a de superflu et avec sa voix et ses arabesques et la guitare sèche de son pote Aïs, il en a fait cette balade. Absolument somptueuse. Je vous la recommande. Avec ses 35 hectares, le lycée Général Leclerc est le plus grand établissement d'enseignement secondaire au Cameroun. Créé en 1952, il compte environ 7000 élèves régulièrement inscrits et plus ou moins 200 enseignants. Il est situé dans le quartier administratif Ngouaikele, en face de l'Assemblée nationale. Bonjour Jeanne-Nelly Bakan. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Est-ce que vous avez tenu à ce qu'on commence cette promenade par le lycée Général Leclerc? Parce que j'y ai passé 7 ans. 7 ans d'enseignement secondaire, de 78 à 85. Et donc, je m'y suis fait beaucoup d'amis. C'est ici que j'ai forgé mon caractère. En général, ce sont les parents qui choisissent l'établissement secondaire de leur enfant, mais c'est vous qui avez décidé, qui avez choisi le lycée Général Leclerc. Pourquoi? Parce que c'est un établissement prestigieux et puis beaucoup de hauts cadres du Cameroun sont sortis d'ici, donc je voulais leur ressembler. Donc je voulais faire partie de l'élite du lycée Général Leclerc. D'ailleurs, je vous amène voir ma classe de 3e. Allons-y. Il doit y avoir beaucoup d'émotions de vous retrouver ici. Oui, beaucoup, énormément. Et d'ailleurs, ça fait 35 ans que je ne suis pas venue ici. C'est vrai? Oui, c'était un vrai pèlerinage pour moi. Alors on approche de ma classe. D'accord. C'était exactement là, ma classe de 3e. À l'époque, c'était la 3e 1. D'accord. Malheureusement, elle est fermée, on ne pourra pas y entrer, mais c'est ici que ça s'est passé. Oui. J'ai de très très bons souvenirs de cette salle de classe. Une anecdote de la 3e? Oui, une anecdote, c'est que nous avons passé un midi ici, un midi forcé, comme on dit, parce que nous avons fait beaucoup de désordre et le bureau du censeur était juste à côté. Il n'a pas supporté notre désordre et nous a consigné ce midi-là. Vous étiez donc une élève turbulente? Non, pas particulièrement, mais c'était toute la classe. Vous avez dit, Jeanne-Nelly, que vous avez choisi le lycée Général Leclerc à cause de certains noms prestigieux qui vous y ont précédé. Vous vous souvenez de quelques noms prestigieux qui sont passés par les bancs du lycée Général Leclerc? Le président de la République, c'est Paul Biya. Déjà, je pense que c'était une image assez forte. Et puis, je veux dire, la plupart des ministres du Cameroun, en tout cas à l'époque, on annonçait toujours qu'ils avaient été des élèves du lycée Général Leclerc. Ça veut dire que toute petite, vous saviez déjà exactement ce que vous voulez et ce que vous ne vouliez pas? Je savais ce que je ne voulais pas, assurément, même si je ne savais pas tout à fait ce que je voulais, mais je savais que je voulais exceller. Mais à quel moment vous avez voulu être actuel? C'est pas en classe de 3e, dites-moi la vérité. Assurément non, assurément non. D'accord. Ça s'est fait très tard, hein. Vraiment, au détour d'un long chemin, j'ai fini par arriver à l'actuariat. Mais ce n'était pas, je ne connaissais même pas l'actuariat. Ok. Donc, je suis arrivée à l'actuariat après la maîtrise, hein, donc vraiment très tard.
Mais quels étaient donc vos rêves de jeune lycéenne, vos rêves professionnels? Je rêvais d'être médecin. Ah oui? Oui, je voulais être médecin. De la médecine à l'actuariat, c'est un très grand écart. Hein? Oui, apparemment. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, la médecine. Pour moi, enfin, la médecine, je voulais faire la médecine pour sauver des vies. D'accord. Et j'ai découvert que pour faire de la médecine, il fallait travailler sur des morts. OK. Et je n'ai pas réussi à accepter cela. Je n'ai pas réussi à admettre le fait qu'il faille passer par des morts pour sauver des vies. Voilà. Et donc j'ai changé d'avis. Et vous pensez que avec l'actuariat, avec les assurances, vous êtes au service de l'humain, vous estimez? Oui, différemment, mais au service de l'humain également. Notamment l'actuariat que j'exerce, je l'exerce dans le monde de l'assurance. D'accord. Et l'assurance, c'est du social. Vous savez que les assureurs n'ont pas toujours très bonne presse. Oui, mais c'est surtout dû à l'ignorance de ce que nous faisons. D'accord. Et puis, bon, dans tous les secteurs d'activité, il y a des brebis galeuses. OK. Mais sinon, l'assurance en elle-même, c'est quand même quelque chose à caractère social. J'ai une question, Jeanne-Nélie. Pourquoi est-ce que sur un contrat d'assurance, les conditions générales sont toujours écrites en minuscules? Genre, on n'a même pas le temps de les lire, on est fatigué. Et puis, quand il survient un sinistre, on vous renvoie vers les conditions générales que vous n'avez pas lues. En fait, c'est vrai que les conditions générales des contrats d'assurance sont écrites en petit. Mais il n'y a pas que les conditions générales des contrats d'assurance qui sont écrites en petit. Toutes les conditions générales de tous les contrats sont écrites en petit. Que vous preniez un contrat d'électricité, que vous preniez un contrat d'eau, n'importe quel contrat que vous prenez, en général, les conditions générales sont écrites en petit. Bon, alors c'est écrit en petit, en général, c'est plus des questions de coût et de synthétisation, en fait, de l'information. D'accord. Mais sinon, en général, quand vous allez souscrire un contrat d'assurance, on vous l'explique avant que vous ne souscriviez. Et c'est ça qui est le plus important. Oui. Malheureusement, c'est ce sur quoi les gens font l'impasse. Les gens ne veulent pas écouter les explications du contrat d'assurance auquel ils souscrivent. Et le jour des sinistres, effectivement, ils sont surpris. Vous êtes dans un domaine précis de l'assurance, qui est l'assurance vie, avec des mots simples. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'assurance vie? Quelle est la différence entre l'assurance vie et les autres catégories d'assurance? Bon, l'assurance vie, comme son nom l'indique, est une assurance qui porte sur la vie humaine. D'accord. Donc, les risques que nous couvrons sont liés à la vie humaine. OK. Le risque de décès, le risque de survie, d'atteinte d'un certain âge, par exemple, à la retraite. Bon, après, c'est des mixtes. Nous faisons des mixtes aussi, OK. globalement. Et l'assurance se substitue juste, je dirais, à la personne qui souscrit pour gérer les effets négatifs liés au sinistre. Ça veut dire que lorsque quelqu'un décède, l'assurance vient pour donner un capital qui va aider, ses ayants droit. D'accord. J'ai lu quelque part, on disait que l'actuaire est le météorologue de l'assurance. En effet, l'actuaire occupe une place centrale dans la compagnie d'assurance. C'est lui qui dit, pour reprendre votre expression de météorologue, qui dit quel temps il fera dans la compagnie. D'accord. Dans le sens que c'est lui qui établit les tarifs. Et donc, si les tarifs sont mauvais, la compagnie va se casser la figure. La gueule, oui. C'est lui qui calcule les provisions, dont les engagements de la compagnie, oui. Les engagements vis-à-vis des assurés. Donc, s'il se trompe, la compagnie peut être en difficulté. Oui. En fait, c'est lui qui est le garant de la stabilité de la compagnie et de son respect de ses engagements. Voilà, donc il est au centre de la compagnie, il travaille avec tous les corps de métier dans la compagnie. Pourquoi on dit que l'actuariat n'est pas à la portée de tout le monde? C'est si difficile que ça d'être actuaire? Ce n'est pas si difficile que cela, mais c'est qu'il faut un bagage mathématique. Et ce sont les mathématiques qui font peur aux gens. D'accord, donc vous étiez très bon en mathématiques? On va dire cela. Ici au lycée Général Leclerc, votre prof préféré était-il celui de mathématiques? Je suis désolée de dire que non. Comment ça se fait? Le prof de mathématiques n'était pas mon prof préféré. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement odieux, ce monsieur. Il ne donnait pas envie de faire les mathématiques. Si j'ai fait les mathématiques, ce n'était pas grâce à lui. D'accord. Je dirais que je les ai fait en dépit et envers lui. D'accord. Je parle de mon prof de mathématiques de seconde et de terminale parce que c'était le même prof. D'accord. Et j'étais en seconde C et en terminale C. Donc vous pouvez imaginer à quel point c'était important
d'avoir les mathématiques dans ces classes-là, Oui, oui. et je n'aimais pas ces profs-là. Voilà, mais ça ne m'a pas empêché de les faire. Quel était votre prof préféré? Mon prof préféré, c'était un prof d'histoire-géographie, Monsieur Moukam Joseph. Qu'est-ce qu'il avait de particulier, Monsieur Moukam Joseph? Ben, il nous édifiait sur l'actualité, sur la vie dans les différents pays. Donc, il nous faisait voyager, aussi bien dans le passé, en histoire, que dans l'actualité, hein, en géographie, et c'était très plaisant. L'Hippodrome est un quartier résidentiel qui abrite aujourd'hui de nombreuses banques, mais également l'hôtel de ville de Yaoundé et quelques ministères. Jeanne Nelly Bakang y a passé une partie de son adolescence. Ouais, je vois qu'on est déjà dans mon quartier, donc je suis en terrain connu, on va dire. On peut s'arrêter là? Oui, on peut s'arrêter là. J'ai grandi ici, entre l'âge de 8 ans et 17 ans. Elle était où la maison? Un peu plus bas, en allant vers le carrefour. On peut y aller? Oui. Au tout début, ici c'était fermé. Il paraît qu'il y avait un stade qui donne le nom à ce quartier, un stade hippodrome. Ah, il y a Qui s'est vraiment eu un écroulé. hippodrome ici? Apparemment. D'accord. Je ne l'ai pas connu. Mais en tout cas, tout était un chantier. C'était un chantier avec une grosse palissade. On disait qu'il y avait eu un stade ici, probablement qu'il y avait eu un accident qui avait occasionné la fermeture du stade et d'ailleurs sa démolition. Et ce n'est qu'après qu'il y a eu le chantier de l'hôtel de ville que j'ai vu. Vous l'avez Du vu sortir début, du terre? oui, du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'inauguration. Vous avez eu un petit amour dans ce quartier? Un amour d'adolescence? Non, même pas? Non, pas du tout. Ah, c'était pas votre truc c'était l'école, les mathématiques, c'est ça? Oui, les garçons, c'était mes amis, mais c'était pas mes petits amis. Je jouais au foot, j'étais dans les classes scientifiques, donc j'avais surtout des camarades garçons. Je m'entendais bien avec eux, mais je ne faisais pas de flirt avec eux. C'est en France, à 17 ans. D'accord. Voilà. Donc ceux qui me connaissent au Cameroun savent que j'ai pas de flirt. À cette époque-là, pas du tout. Alors vous résidez ici, dans le quartier, en 1982, au moment où la passation se fait entre l'ancien président, le premier président de la République du Cameroun et le second. Comment avez-vous vécu cette période? Oh, je me souviens de ce jour-là. D'ici novembre 1982? D'ici novembre 1982, avec une précision... chirurgicale? Ouais. C'était un soir, on attendait le journal et il y avait un générique qui d'ordinaire passait. Et ce générique était long. D'accord. Et à l'époque, quand le générique était long, on supposait qu'en tout cas, il y avait une annonce importante. Parfois, c'était un remaniement. En tout cas, il y avait une annonce importante. Oui. Et donc, nous avons entendu. Et je me souviens parce que ma mère devait partir aux États-Unis pour une mission, je pense au FMI, quelque chose comme ça. Oui. Et donc, elle préparait ses bagages. Et finalement, le générique du journal s'arrête et on nous passe. J'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Je peux vous assurer que ça a fait un froid ce jour-là. On est resté tétanisé. On avait l'impression que, je sais pas, la Terre s'arrêtait de tourner, que ça y est, le monde était fini là. Oui. Le lendemain était incertain. On ne savait pas quoi faire. Donc, ma mère a même dû annuler son voyage. Oui. Parce qu'elle ne pouvait pas se permettre de partir comme ça, sans savoir dans quelles conditions elle allait nous laisser. Oui. Donc, elle n'est pas partie. Je m'en souviens avec une précision terrible. Et c'était, je pense bien, un jeudi. Oui. Et il y avait la prestation de serment 2 jours plus tard. Je crois que la démission, c'était un 4. Oui. Un 4 novembre. Oui. La prestation de serment du nouveau président, avait lieu 2 jours plus tard, le 6, à l'Assemblée nationale.
Et ce jour-là, nous les lycéens, nous avons été appelés pour être, pour faire l'accueil de toutes les autorités qui venaient pour cette manifestation. Ça avait beau être un samedi, nous y étions. Et je me souviens encore des mots du nouveau président de la République, de sa voix qui nous avait marqué parce qu'on n'avait jamais entendu une voix différente de celle du président Ahidjo. Et là, on entendait une nouvelle voix, un peu plus fluette. Et puis surtout, je ne faillirai point. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. Et en plus, c'était un président qui avait dit des mots d'anglais. Ah oui? Parce que le président Ahidjo, je ne l'avais jamais entendu parler anglais. Oui. Mais par contre, lui, je l'avais entendu parler anglais. I do so swear. 2 années plus tard, il y a cet épisode un peu chaud de la vie sociopolitique camerounaise, la tentative de coup d'État le 6 avril. Vous vivez ici à Hippodrome, en plein cœur, en plein centre de la ville de Yaoundé. Quel souvenir gardez-vous de ces moments? Ça, c'était beaucoup de stress. Quels sont les mots que maman a utilisés pour vous parler, pour vous rassurer? Elle n'en avait pas. Elle n'en avait pas parce qu'elle-même n'était pas rassurée. Okay. Elle avait des problèmes à elle-même admettre ce qui se passait, à comprendre ce qui se passait. Donc, oui. C'était pas, je pense, c'était pas sa préoccupation première que de penser à rassurer les enfants parce qu'elle-même ne l'était pas. Oui. C'est la première fois que j'ai vu ma mère vraiment déstabilisée par quelque chose qui lui tombait dessus qu'elle ne pouvait pas maîtriser. Qu'elle ne maîtrisait pas. Elle ne maîtrisait pas. Elle ne maîtrisait pas. Oui. Mais j'ai vécu vraiment le film des événements, je dirais au premier loge, hein, parce que c'est de chez nous, nous arrivons bientôt à la maison, que la prise de la maison de la radio s'est faite. Ah. Et que la maison de la radio a été à nouveau récupérée par les forces loyalistes. Oui. Donc nous avons abrité chez nous les 2 forces. Ah oui? Oui, nous avons eu un moment, les rebelles, entre guillemets, oui. Et après, nous avons eu les loyalistes. D'accord. C'était pas évident dans le quartier, parce que c'était un quartier qui déjà était un quartier... sensible. Disons des bureaux. Oui. On n'avait donc pas vraiment beaucoup de voisins avec qui échanger. Oui. On était vraiment seuls dans notre galère. C'était difficile. Et on était dans un contexte aussi qui était difficile parce que la veille, il y avait eu coupure d'eau. Et l'eau n'avait pas été remise du fait des événements parce que tout était fermé. Oui. Et donc nous avons passé quand même des moments d'inconfort, de grand inconfort. Et de grande incertitude. Oui. Je me souviens de ma collecte des douilles, de toutes ces balles. Oui. Voilà. Je me souviens de gens qui sont décédés au carrefour. Abattus? Oui. D'accord. Ils ont été sommés, ils ont continué, on leur a tiré dessus. Je me souviens d'avoir vu le grand-père de Yannick Noah à un barrage vers la radio. Qu'est-ce de ma chambre de l'époque. Je ne sais pas, il passait, il a été interpellé. Mais comme c'était un monsieur qui était connu, oui. Donc je l'ai reconnu. Oui. Je regarde vraiment beaucoup de souvenirs de cette période-là. J'avais quand même 16 ans. Hein. J'étais en première, c'était les vacances de Pâques. Voilà, je préparais mon probatoire. Mais tout ça ne vous a pas perturbé dans la suite de votre année scolaire et puis à la fin d'année. Vous avez le probatoire cette année avec quelle mention? Bien. Bien? Bien, oui. Non, ça ne m'a pas perturbé outre mesure. Mais c'est vrai qu'on était devenus très sensibles. On avait des jeux où les gens gonflaient les plastiques et tapaient. Et là, ça faisait vraiment peur. Tout le monde rentrait sous le lit. Tout le monde rentrait sous le lit. On a vu quand même quelques traumatismes. Alors à l'époque, ici, dans ce bâtiment, c'était l'ambassade d'Allemagne. D'accord. Parce que nous étions entourés d'ambassades. Là, c'était l'ambassade d'Allemagne. Et derrière, il y avait l'ambassade du Canada. Et donc là, on arrive à ce qui était notre maison. Et nous l'appelions affectueusement la Maison Blanche. Notre maison. Parce que maman aimait le blanc. Ok. Et donc, elle avait peint sa maison en blanc. Qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver là? C'est la première fois depuis longtemps que je me retrouve physiquement devant. Ça fait très longtemps. Je passe en voiture.
Je ne m'arrête pas, mais c'est la première fois depuis peut-être 30 ans hein, que je m'arrête là comme ça. Et bien sûr, les souvenirs des fermes, beaucoup de souvenirs, de bons, de moins bons. Et les bons, c'était lesquels? Je me souviens la médaille de maman. Elle a eu une médaille, un 20 mai, chevalier de l'ordre de la valeur. Je pense que c'était sa première médaille. Et donc on a fait une fête ici. Et ça, je m'en souviens très bien. Et la dernière fête dont je me souviens très bien ici aussi, c'est quand j'ai eu mon bac. Et c'était la boum. Ce qui me fait du bien, c'est de savoir qu'elle est quand même encore à notre famille. Elle est juste en location, donc... Ah d'accord. Elle fait quand même encore partie de notre patrimoine. D'accord. Voilà. Bonjour monsieur. C'est une émission de télé, mais en fait, je suis la fille de la propriétaire de la maison. Et donc on est en train de montrer où est-ce que j'ai vécu dans mon enfance. D'accord? Donc j'ai grandi ici dans cette maison avant que ce ne soit l'agence de la banque. Vous comprenez, non? Voilà, je rentre pas, je fais juste le tour. Son passé ressurgit sans mentir. Elle a ouvert les portes souvenirs. Elle qui attend et qui poursuit l'avenir. Elle a ouvert les portes souvenirs. Oh, son passé ressurgit sans mentir. Beaucoup d'émotions, Jeanne-Nelly. Je veux juste vous dire que ce jardin-là, ce bout-là, Oui. c'est ma mère qui a commencé à l'aménager parce que notre terrain s'arrêtait là. Oui. Et ici, c'était la broussaille. D'accord. Et donc, ma mère estimait qu'elle ne pouvait pas habiter à côté de la broussaille. Et donc, c'est elle qui a transformé ça en jardin. On y va pour la destination secrète? Allons-y. Qu'est-ce que vous aimeriez écouter? Chéri Coco, Jackie King. D'accord. C'est la chanson fétiche de mon couple avec mon mari. Ah oui? Oui. Et puis nous avons eu le plaisir d'assister à un concours de chant organisé par Jackie King et sur cette chanson-là. Manifestement, on va un peu loin. Ça travaille dans votre tête finalement. Ouais, vous savez, quand on a le visage bandé, il reste plus grand chose d'autre à faire que de réfléchir. Si jamais tu m'entends, fais en sorte que je le sache. Si jamais tu m'écoutes. Nous sommes arrivés. C'est à l'école maternelle Marie Gauquer que José Vicky conduit Jeanne-Nelly Bakang en destination secrète. Évidemment, elle n'en sait rien. L'école jouxte la paroisse du même nom de l'église presbytérienne du Cameroun et le siège de la Banque des États de l'Afrique centrale. Nelly, c'est toi? C'est ta voix que j'ai reconnue. Oui, c'est lui. C'est Sylvie, c'est la voix de Sylvie. Je vous donne peut-être vos lunettes. C'est pas possible. C'est ta voix que j'ai reconnue. Bon. Donc tu fais partie de la surprise. C'est pas possible. Waouh! Nous sommes à l'école maternelle Marie Gauquer en compagnie C'est donc de Sylvie Andy. Ça. Mais c'est ici que tout a commencé, hein. C'est ici que nous nous sommes connus et que notre amitié a démarré il y a 50 ans. Nous avions 3 ans d'âge. Nous avions chacune 3 ans. Donc nous avons fait l'école maternelle ici, une partie de l'école primaire
plus bas, l'école primaire Marie Coquer, avant d'aller à l'école du centre administratif. Et quelle est votre classe? Nous avons fait toutes les classes. Hein. On a fait toutes les classes. Section, moyenne section, Oui. grande section, avant d'aller au cours préparatoire 1. Les souvenirs sont flous, disiez-vous, mais est-ce qu'il y a des anecdotes, des bribes qui vous reviennent comme ça? Le premier jour d'école, ça c'est celle que je n'oublierai jamais. Parce que c'est... nous entrons dans une classe et nos parents s'en vont, bien sûr, comme tous les jours de rentrée à la maternelle. Oui. Et toute la classe pleure. Et il n'y a que 2 personnes qui ne pleurent pas. Sylvie et moi. Vous étiez pourtant, vous aviez le même âge que tous les autres. Nous étions même un peu plus jeunes. Parce qu'en réalité, nous avions 3 ans et demi. D'accord. Et les autres avaient plus de 4 ans. Ok. Donc nous étions les plus jeunes. Et nous étions les 2 seuls à ne pas pleurer. Et du coup, évidemment, on nous a pris un exemple. On nous a amenés à l'époque donc chez la directrice, qui était Sœur Claire. C'était une Française, je pense. En tout cas, c'était une Européenne, dont le bureau était, je pense, au coin là-bas. Oui. On nous y a amenés, en fait, à titre d'exemple pour les autres. Et quand on est arrivé, on a eu une récompense. En fait, la Sœur Claire avait une grosse bonbonnière. Vous imaginez quand vous avez 3 ans et vous vous retrouvez avec une grosse boîte de bonbons qu'on vous invite à visiter. Ah oui. Donc on y est allé de nos pleines mains pour prendre des bonbons et les mettre. À l'époque, nous avions des tabliers avec des poches et nous mettions les bonbons dans la grande poche. Et nous sommes revenus en classe portés au nu, des sourires et tous les autres qui nous enviaient. Et très fiers, n'est-ce pas, de ne pas avoir pleuré. Et bien sûr, on nous a mis ensemble, assis ensemble, et c'était parti. Comment on fait pour maintenir à flot une si belle amitié? Quels sont les ingrédients? C'est surtout que nos parents nous ont encouragés mutuellement. Nous avons fait toutes les écoles au même endroit. Et pendant les vacances, moi, comme elle était un peu seule, moi j'avais des frères et sœurs, mais elle était un peu seule, je passais toutes les vacances chez elle. Et ça fait qu'on est devenu une famille. C'est plus une amitié, c'est devenu la famille. Jeanne-Nélie? Oui, c'est cela. C'est-à-dire qu'on ne s'est plus quitté et on a cultivé cette fusion-là. Faire les choses ensemble, au point que les gens trouvent qu'on se ressemble dans la façon d'être, de nous mouvoir, de nous vêtir, de raisonner. Nos enfants même trouvent que nous sommes des mamans qui se ressemblent. Rassurez-moi. J'ai envoyé mes enfants en vacances chez elle à Lomé. Ils sont venus et disent, maman, mais Tata Nelly fait exactement tout comme toi. D'accord. Mais rassurez-moi, vous êtes bien humaine. Cette amitié a eu à connaître des périodes de turbulence quand même. La vérité. On n'a jamais été en froid au point de ne plus nous parler. Après, on peut avoir des dissensions sur des petits sujets, mais jamais rien qui nous amène à ne plus nous parler. C'est comme une famille. On dirait qu'on se rabiboche toujours. C'est de ça qu'il est question. Encore qu'on n'a même jamais eu un problème. C'est vraiment des petits, des broutilles. On n'a jamais eu de problème en fait. Et même quand nous ne nous voyons pas, parce que la vie nous a parfois séparés, quand on se retrouve, c'est comme si on s'était séparés hier. On reprend exactement où on en était. On se comprend à demi-mot. Voilà. Et nous avons beaucoup de choses que nous faisons en parallèle d'un mois. Nous sommes nés à 1 mois d'intervalle. Je suis née le 23 février, elle est née le 23 mars, la même année. D'accord. Nous sommes mariés à 1 mois d'intervalle. La même année. Voilà. Donc nous avons des choses comme ça que nous faisons de façon fortuite. Je ne sais pas si c'est des coïncidences, mais il se trouve que c'est à 1 mois d'intervalle. Donc on peut dire, sans risque de se tromper, qu'elle est la sœur que la Providence ou le ciel vous a donnée et que vous avez acceptée. Oui, Sylvie l'est pour moi, effectivement. Oui. Tout à fait. Tout à fait. C'est ma jumelle. Dans la famille, tantôt on dit Nelly 1, Nelly 2, quand c'est chez moi. D'accord. Parce que on s'intervertit, oui. Et donc Jeanne-Nélie est l'amie, la sœur que vous souhaiterez à toute personne d'avoir. Ben oui, oui, oui. Parce que je vous assure, moi je ne me souviens pas qu'on ait eu
un problème. Le petit problème qu'on peut avoir, c'est que, bon, oui, tu n'as pas pu m'assister ces jours-ci à cause des responsabilités que nous avons en cours. Mais sinon, dans notre enfance, non, je ne me souviens pas. En tout cas, merci beaucoup, Sylvie Andy, d'avoir accepté de faire cette incursion dans la promenade que Jeanne-Nelly Bakan nous fait faire ce matin. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Avant de vous laisser partir, une belle petite anecdote croustillante. Nelly était un enfant très studieux, une fille très studieuse à l'école. Au point où, au cours moyen 2, elle avait carrément 17-18 de moyenne. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'au lycée Leclerc, pendant que les gens essaient d'avoir de bonnes notes en maths, en français, en anglais, Nelly, même au sport, Nelly était première. Même en couture, Nelly était première. Alors là, je vous dis que cette personne, elle est vraiment perfectionniste. Elle veut toujours aller jusqu'au bout des choses et elle aime bien faire ce qu'elle commence à faire. Si j'ai bien compris, le parcours et la trajectoire qu'elle a, pour vous, c'est comme une évidence. Oui, c'est une évidence. Elle a eu son bac C à 16 ans avec mention. Elle a toujours été très concentrée dans ses études et dans ce qu'elle fait. Très disciplinée. Je vous laisse revivre, vous remémorer certains souvenirs. Elle attend de moi que je sois son amie. Et sans faille, je n'hésite pas à m'appliquer. Sur mon épaule, elle peut pleurer autant qu'elle veut. Et ne jamais s'inquiéter d'être jugée. Voilà alors ce que j'appelle être une amie. Désolé de vous interrompre, on va continuer notre promenade. Jeanne-Nelly, merci infiniment, Sylvie Andy Lissac, de nous avoir accompagnés dans ce moment qui nous a replongé au plus profond de vos souvenirs communs. Merci, merci de toutes les façons. Je savais que je pouvais compter sur toi. Merci de me faire revivre ces moments. Merci. Alors, où est-ce que vous nous amenez maintenant? À Ezeka. À Ezeka pour voir maman. D'accord. Parce que c'est quand même elle qui m'a donné la vie, oui, qui m'a éduquée. Et je lui dois ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Donc à tout seigneur, tout honneur. Ok. Voilà. Mais bon, je vois qu'il est, il est quand même déjà 13h. Je pense qu'on peut envisager de faire une pause pour se sustenter. Alors, on va chercher un gentil petit coin à Yaoundé. Je sais qu'il y a de belles tables à Yaoundé. Et puis nous allons y faire notre petite pause. J'ai rien contre. On y va. En attendant nos commandes, je vous propose de nous faire écouter une chanson de votre choix. Qu'est-ce que vous avez choisi? Sawa Jazz, Richard EPC. Finalement, vos goûts en musique sont très éclectiques. Et qu'est-ce qui vous lie à Sawa Jazz de Richard EPC? Quel souvenir derrière cette chanson? Une de ses représentations à une soirée de mon club Rotary, à laquelle il prestait. Et il a interprété cela et j'ai aimé. Et puis il avait des CD, j'ai acheté. Et je suis tombée amoureuse de son répertoire, tout simplement. Jeanne-Nelly Bakan amène José Vicky à Ezeka à la rencontre de la personne qui l'inspire le plus au monde. Chef-lieu du département du Nyong-Kele, Ezeka est une ville historique du Cameroun
également connu pour avoir abrité le 2e congrès de l'Union des populations du Cameroun en 1952. Nous sommes donc à la maison. Oui, tout à fait. Chez maman. Vous ressentez quoi de vous retrouver là? C'est le retour aux sources, les roots. La sérénité, le filet. Oui. Oh, chez maman. On va peut-être aller la rencontrer. C'est pour ça qu'on est là. Oui, mais elle a bien fait. J'aime bien recevoir des visiteurs. Surtout comme vous, c'est pour moi un plaisir. Alors on va peut-être se mettre là-bas. Oui. On va discuter un petit moment. Vous êtes d'accord? Oui. Allons-y. Je voulais vous présenter maman, qui m'a donné la vie, mais qui est un modèle dont je m'inspire au quotidien depuis que je suis née, pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, quand on parle de mon parcours, on ne peut pas occulter maman. Si on veut savoir par où je suis passée, d'où je tiens, ce que je suis, il est important de venir à la source, venir voir maman. Qu'est-ce que vous aimez le plus en maman? Ne dites pas tout, c'est pas vrai. Bon, je vais dire 2 choses. D'accord. Sa extrême générosité et sa grande détermination. Quand vous regardez, Madame Jacqueline Bacran, le parcours de votre petite Nelly, qui est aujourd'hui une patronne remarquable et remarquée, vous en dites quoi? Je me dis que c'est un peu normal. D'accord. Parce que quand j'étais à Yaoundé, les gens considéraient que j'étais brillante, etc. Quand ma fille est entrée à l'école et qu'elle était brillante à l'école, le commentaire des gens de Yaoundé était que donc je suis réellement brillante parce qu'ils croyaient qu'on m'avait... Qu'on vous poussait? Oui. D'accord. Comme ils ont vu que ma fille était comme ça, alors ils ont donc accepté que j'étais maman. Vous êtes une femme déterminée, vous ne lâchez jamais rien? J'ai vécu des moments qui m'ont... Forgé. Voilà, qui m'ont conduit à être déterminée. Peut-être vous, mais maintenant, vous n'auriez plus de raison de faire ça. Mais nous, quand nous sommes arrivés, juste après l'indépendance, il fallait être déterminé. Quand elle vous a annoncé, environ une année en arrière, qu'elle allait de nouveau convoler en juste noces avec Guillaume, comment vous avez pris la nouvelle? Ayant vécu moi-même des situations analogues, je sais que pour une femme au niveau où elle est, il faut avoir un mari et pas des copains qui peuvent vous jouer des tours juste expressément. J'étais contente et je les ai très bien reçus, je crois. Je confirme. Jean-Mélie et moi, c'est une histoire qui date. Mélie est d'abord mon ami depuis plus de 25 ans. Ah oui? Oui. D'accord. Donc, nous retrouvons aujourd'hui liés par l'un du mariage, mais que la volonté divine. Parce que quand on a cheminé, c'était pas du tout dans ce sens-là, c'était dans le sens de l'amitié, de pleine affection. Ma confidente, elle connaissait tout ce qui était dans mon intimité. Et moi aussi, j'étais au courant de tout. Et par la force des choses, quand il nous est arrivé de nous reconstruire, c'est venu tout seul. Et je pense que c'était beaucoup plus pour nous protéger tous les deux, parce qu'on avait un amour, pas de consommation, mais vraiment de promotion. Voilà, je pense que c'est ça. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, les gens se mettent pour les intérêts pour se consommer.
Donc c'est beaucoup plus pour se promouvoir. Je suis assez troublé par les mots que vous utilisez parce qu'elle me disait justement, Jeannelie, que quand on se marie, en tout cas pour elle, quand on se marie jeune, c'est pour construire, mais quand on se marie à l'âge où vous êtes marié, c'est pour se protéger. Oui, oui, c'est ça. Moi, je vivais en Europe, c'est elle qui m'a fait revenir en fait. Parce que, ah d'accord. Voilà, oui. C'est moi qui m'a encouragé à revenir et je ne le regrette pas. Deux personnes qui s'aimaient réellement, sans se compromettre. Oui. Les choses sont faites naturellement. J'ai du mal à vous dire que c'est mon épouse, c'est beaucoup plus mon ami, ma soeur, de même maman. Votre complice, votre confidente. Voilà, donc maman, c'est pas ma belle-mère, c'est ma mère. D'ailleurs, il est quel genre de beau-fils, Guillaume? Je crois que j'ai la chance. Jeannelie, qu'est-ce qui vous manque? Bon, ce serait prétentieux de dire que j'ai tout. Mais je rends grâce à Dieu quand même pour ce que j'ai, parce que j'ai beaucoup. Maintenant, en tant qu'être humain, puisqu'on n'est jamais totalement satisfait, aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose. De m'épanouir dans autre chose sur le plan professionnel. Et ça cadre peut-être aussi avec le fait que j'ai bientôt 30 ans de carrière dans les assurances. On peut comprendre que je puisse envisager de faire d'autres choses. Voilà, alors les autres domaines qui m'intéresseraient, parce que je parle encore au conditionnel, je ne me suis pas du tout encore engagée. Il y a le premier qui est la politique au niveau local. D'accord. Parce que j'aime m'investir socialement, aider les gens, améliorer mon environnement. J'aime la culture et l'art, ce genre de choses. Et puis, le domaine industriel, mais dans la transformation. Parce que je pense que, rendu où nous sommes, notre pays a besoin de transformer les matières premières. Et je voudrais faire dans la transformation. Nous arrivons au thème de notre parenthèse ici à Ezeka. Quelle est la prochaine destination pour cette promenade, Jeannelie? Prochaine destination, ce sera Douala. D'accord. Douala, c'est la ville où je suis née. Oui. Donc, on va dire que c'est peut-être là que tout commence, le vrai commencement. D'accord. On va à Douala? Oui, on va à Douala. Merci Jacqueline Bacran, merci Guillaume de nous avoir reçus ici, en plein cœur du pays Bassa, à Ezeka. C'est nous qui vous remercions. Quelle est votre chanson préférée, Jacqueline Bacran? Merci infiniment. La promenade de Jeannelie Bacang et José Vicky tire à sa fin. On les retrouve à Bounaberi, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Là où est-ce que vous nous amenez? Je vous amène à la Fondation Anaïsa. Présente Nathalie, la jeune sœur. On va saluer Malgré, M. Barré, comment allez-vous? Nous sommes à Bounaberi, dans notre quartier, on va dire. D'abord le sien, parce qu'elle a fait ses études ici au lycée polyvalent de Bounaberi. D'accord. Et puis moi-même, j'y ai habité. On a une maison familiale à quelques mètres. Et puis, bien sûr, on a le centre Anaïsa, où j'ai le plaisir de venir passer du temps pour m'occuper des enfants handicapés. Quelle est l'image que vous avez de votre sœur aînée, Jeannelie Bacang? Ma sœur, c'est une battante. Moi, je l'appelle la pile. La pile rechargeable, moi je vais dire ça comme ça, parce qu'elle est prompte à tout, elle est très réactive, très dynamique, elle a beaucoup de joie de vivre, donc ce qu'elle transmet d'ailleurs. Et puis voilà, on est très fusionnels, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est ma grande sœur. Vous parlez tous les jours? Pratiquement oui, on échange en tout cas. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez pas beaucoup chez elle? Ah, ma sœur, elle chauffe. Oui, bon, enfin, je pense que c'est une petite déformation professionnelle, l'autorité, qui se justifie bien sur le plan professionnel et qu'on supporte sur le plan familial. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que vous nous souhaiteriez encore? Bon, ma sœur a la grâce d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions de la vie. Donc là, je vais dire la prospérité et surtout la longévité.
Parce que quand on a des bonnes choses, on veut les garder longtemps. Et je lui souhaite longue vie. Chacune d'entre nous avait besoin de l'autre. Oui. Dans le sens que moi j'avais besoin d'une petite sœur véritable. Oui. Et elle avait besoin d'une grande sœur véritable. Oui. Ouais, c'est une bonne partenaire de vie, hein. L'ambiance, on y va. Non, c'est ma sœur de tous les coups. Merci beaucoup Nadine, Patricia. On va peut-être voir ce centre. Oui, allons-y. Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce centre? Alors, dans ce centre, nous accueillons les enfants handicapés psychomoteurs. Oui. Pour leur permettre d'être plus autonomes. Tirer le maximum d'eux. Oui. En réalité, en fait, nous les stimulons ici. Voilà, c'est en quoi... C'est un engagement qui vous tient à cœur, ça? Oui, parce que ce sont des enfants qui ont besoin d'avoir leur place dans la société. Oui. Et le handicap les met à l'écart de la société. Oui. On ne comprend pas ce qu'ils ont, on ne comprend pas leur incapacité à faire les choses. Oui. Donc ici au centre, on essaye de les réhabiliter, de leur redonner de la place déjà dans la société, oui. Commençant par leur maison, oui. Leur famille. Oui. Les enfants viennent en demi-pension au centre. Ah, ils sont hébergés ici. On n'a pas envie que les familles viennent abandonner les enfants au centre. C'est un travail qui se fait en partenariat avec la famille. Les éducateurs au centre commencent quelque chose et ils transmettent aux parents qui doivent continuer à la maison. Ici, c'est une salle d'éducation. En général, ils ont des problèmes de concentration. Oui. On ne peut pas les garder concentrés pendant très longtemps, mais si c'est 1 heure, on réussit à leur faire avoir des acquisitions ici. Pour ceux dont le handicap le permet. D'accord. Donc là, vous avez une deuxième salle. Qui est une salle un peu multimédia, bibliothèque. Alors, nous avons 2 charmantes dames dans la salle que je vais vous présenter. D'accord. Madame Florence Kembe, qui est la présidente de la Fondation Anaïssa, qui est propriétaire de ce centre, et qui est mon amie, avec laquelle nous avons décidé de créer et l'association et ce centre. D'accord. Voilà. Bonjour madame. Bonjour. Et donc vous avez madame Eyoum, qui est la directrice du centre. Comment vous trouvez madame Bakan? C'est difficile ça comme question. Pourquoi? Parce que madame Bakan et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps. Moi je dirais que c'est grâce à elle que ce centre existe. Parce que quand j'ai eu ma fille qui porte le nom du centre, qui est donc autiste, oui. C'est Nelly qui m'a poussée à créer l'association, créer le centre pour la prise en charge de ma fille. Donc c'est avec elle que nous avons monté tout ce que vous voyez aujourd'hui. La gentillesse. Ah, d'accord. La compréhension. La compréhension. Ok. La collaboration, tout quoi. La sympathie. C'est pas méchant, ce que j'ai dit. Non, du tout. Ça, c'est perçu comme plutôt très gentil. Oui, merci beaucoup. Je ne savais pas que j'allais donner cette perception parce que des fois, je donne la perception d'être quelqu'un de dur. De dur. Mais il le faut parfois. Bon, mais c'est vrai qu'avec Mme Kembe, je joue un peu les équilibristes. Oui, quand elle tape fort. Voilà. Donc, on va à l'espace de vie commune, qui est le préau, comme on l'appelle, où la plupart des enfants se retrouvent. C'est l'endroit où en général on les reçoit tous pour les activités communes. Voilà. Donc c'est là le préau avec le bureau de la directrice. Ok. Très bien. Et puis bon, comme vous voyez, il y a une grande cour dans laquelle ils font. Bon, ils jouent déjà comme tous les enfants, mais surtout ils font beaucoup d'exercices. Vous voyez des barres là, des barres asymétriques. Ça c'est surtout pour ceux qui ont des difficultés de locomotion. Oui. Donc ils travaillent à la barre là. Tous les pneus que vous voyez là, ce sont des exercices pour eux. On leur fait des parcours sur lesquels ils travaillent. Oui. Parce qu'ils ont des problèmes d'équilibre pour certains. Oui. Et en dehors d'ici, en général, on les amène à la piscine, pas très loin, dans un hôtel pas loin, où ils font également de la balnéothérapie. Voilà. Alors concrètement, je suis parent, j'ai un enfant autiste ou qui souffre d'un handicap moteur. J'ai envie qu'il soit pris en charge par vous. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il suffit juste de venir sonner? On vient, on sonne. D'accord. Et vous avez
d'abord une équipe, un psychologue qui prend en charge la famille, les parents, les enfants, pour faire le tour du cas, comme on dit. C'est-à-dire comprendre l'origine de cet enfant-là depuis sa naissance. Enfin, c'est comme une historique qu'on fait depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il est passé par où? Quelles sont ses déficiences visibles? Quelles sont celles qu'il va détecter lui-même en lui faisant faire des tests? Quel est le contexte familial en général sur le plan social, mais sur le plan même du handicap aussi? Il y a fratrie, il n'y a pas fratrie, etc. Et à partir de ce moment-là, ils vont faire une évaluation de la capacité du centre à apporter une réponse. D'accord. Est-ce que vous avez une histoire personnelle, familiale, qui vous lie à l'autisme, au handicap psychomoteur? Il y en a deux. La première, déjà, c'est que j'ai une de mes cousines très proches, avec qui j'ai grandi, qui a eu un enfant trisomique. Et c'est un enfant qu'on a attendu vraiment avec beaucoup de bonheur. Dès le premier jour qu'elle était enceinte, elle était à la maison, donc on a attendu ce bébé-là. Et le bébé est arrivé et au bout de 6 mois, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et on s'est retrouvés assez démunis face à cette situation-là. Et dans un contexte où on vous parle de sorcellerie, d'enfants bois, qu'il faut faire, enfin, des choses qui sont quand même, qui rajoutent à la détresse des parents. Et ça m'a marqué, ça m'a marqué. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour que les parents n'aient pas à subir cela. Et ensuite, je fais cette rencontre avec Madame Kembe. Nous sympathisons. Je constate qu'elle a sa fille aînée, qui présente des signes de quelque chose qui ne va pas bien. Et nous vivons ensemble en fait cette découverte du handicap de sa fille. Il y avait des questions concrètes. L'enfant n'est pas propre, a besoin de couches, mais l'enfant grandit. Donc à un moment donné, on n'a plus de couches. C'était ça la réalité du moment. Il n'y avait plus de couches pour un enfant de 6-7 ans, il n'y en avait pas. Donc c'était la croix et la bannière pour trouver. Et donc, moi, c'est ainsi que petit à petit, j'ai dit à Florence, mais le mieux, c'est que peut-être on fasse une association où se regroupent des gens qui ont les mêmes problèmes et on pourra ensemble échanger déjà des tuyaux. Des tuyaux communs. Si nous, on sait qu'on peut trouver des couches là et que quelqu'un sait qu'il peut trouver autre chose là-bas, on se met ensemble et ça sera déjà plus efficace. C'est comme ça qu'en fait arrive la création de la Fondation Anaïssa. Pendant l'année, en général, les enfants, on leur fait faire des petits potagers, là. On fait des bacs et ils plantent des choses. Ça leur permet d'avoir l'appréhension avec la terre. Qui récoltent par la suite? Oui, des petites choses à cycle court. Voilà. Ça fait du bien, ça les amuse, ça les égaye. Et puis bon, ils s'amusent beaucoup là. Ils aiment beaucoup cet endroit. Merci Jeanne-Nelly Bacran de nous avoir amenés en promenade avec vous. Avant de nous séparer, je vais vous offrir un présent. Vous l'acceptez? Oui, avec joie. Pour vous, Jeanne-Nelly Bacran, pour tout ce que vous inspirez aux femmes, à la jeunesse, avec les compliments de l'auteur. Merci. Alors, c'est l'ambitieuse de Rachel Malongo. Waouh! Jeanne-Nelly Bacran, pour tout ce que vous inspirez. Merci. Merci beaucoup. C'est son tout premier roman à Rachel Malongo. Elle raconte l'histoire de Ferrari, une jeune fille ambitieuse, mais surtout, elle met le doigt où ça fait mal, les différents pièges qu'il faut, les écueils, les pièges qu'il faut éviter quand on est pétri d'ambition. Vous êtes une femme ambitieuse? Je suis devenue au fil du temps, je pense. D'accord. Pour ne pas décevoir justement ceux qui croient en moi. Sinon, à la base, je pense que je ne suis pas autant que cela. D'accord. Mais l'environnement forge. Et je me dois de ne pas décevoir ceux qui me suivent. Donc, je suis forcément ambitieuse. J'espère que vous allez le déguster avec beaucoup d'appétit. Certainement. En plus, c'est un cadeau. Merci, merci infiniment. Merci beaucoup. De rien. Merci de
nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain sur la même chaîne, à la même heure, pour une nouvelle promenade. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.